vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes très, très heureux de vous accueillir. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe David. Ça va, Philippe David ? Ça va extrêmement bien, Cécile de Ménibus. Et nous sommes en direct de l'Automobile Club de France, un lieu incroyable, mythique de l'automobile. Ah oui, et puis alors, un lieu mythique à l'intérieur et une vue sensationnelle sur la place de la Concorde, le Palais Bourbon, les Invalides, que du bonheur pour les yeux et pour les oreilles, évidemment. Et nous sommes ici en direct puisque nous sommes partenaires du Grand Prix ACF Autotech et entre 19h et 20h, nous aurons les lauréats, les gagnants du Grand Prix, en tout cas le gagnant du Grand Prix et les finalistes, bien entendu, de ce grand événement de l'automobile aujourd'hui. Allez, au sommaire de cette émission, nous allons revenir sur la Cour d'appel de Paris qui annonce un calendrier resserré pour rejuger Marine Le Pen pour prendre une décision à l'été 2026. Un désaveu du jugement de la première instance de son exécution provisoire selon l'avocat de Marine Le Pen. Alors parlons vrai, est-ce que cette décision se justifie selon vous ? Et à notre question du jour, procès en appel accéléré pour Marine Le Pen, vous êtes à 44% à penser que c'est un désaveu du premier jugement, 35% que c'est une saine adaptation de la justice et 21% que c'est un traitement de faveur. Vous voulez réagir au délai Vraies Voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Notre invité sera Aurélien Martini, vice-procureur du tribunal judiciaire de Melun et secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Et puis le coup de projecteur des Vraies Voix, à 18h40, il faut poser la question de l'élection des magistrats, a affirmé ce matin David Lisnard sur Sud Radio, une façon de prendre les juges responsables de leurs décisions selon le maire de Cannes et président de l'association des maires de France. Alors parlons vrai, est-ce que la France devrait s'inspirer des USA dans ce domaine ? Et à cette question, comme le demande David Lisnard, faut-il se poser de la question de l'élection des magistrats ? Vous dites oui à 89%, vous voulez réagir ? Encore et toujours, le 0826 300 300. Et notre invité, Jérôme Posa, qui est président d'Amour de la Justice, association G500 Citoyens, vice-président et de l'application des peines au tribunal judiciaire de Nancy. On vous souhaite la bienvenue ici en direct de l'ACF. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Bonsoir Philippe. Bonsoir mes amis, quel bonheur d'être ici, on va essayer d'être à la hauteur du décor. Absolument, oui. Françoise Degois est avec nous, bonsoir Françoise. Bonsoir. Écoutez, c'est mythique, moi j'adore rentrer comme ça dans cette Automobile Club de France et puis voir cette vue. Alors je constate quand même, je le dis, que évidemment Philippe Bilger... À la vue. C'est-à-dire que Jean-Michel et moi, on est de dos à la fenêtre, il peut nous arriver donc n'importe quoi, tireur d'élite, etc. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi discutez-vous ? Mais je le discute parce que c'est tout éminemment discutable. J'ai tout de suite remarqué, mais c'est pas grave, c'est votre générosité. J'ai pris ma place d'autorité. Oui, c'est votre générosité naturelle qui a parlé, ne vous inquiétez pas, on connaît. Mais le soleil reflète dans le cœur de Philippe Bilger. Et dans les yeux, bien sûr. C'est-à-dire que nous, on est obligé de voir ses yeux bleus pour avoir le soleil. Je voulais être proche de l'honnêteté. Voilà. C'est laquelle ? C'est Madame Ménibus, de Ménibus. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien député, ancien patron du RAID. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Salut Cécile, j'ai une plainte moi. Oui. Ah bah ça démarre mal. Il y a l'horrible individu qui est à côté de vous tout à l'heure au téléphone. Le dodu. Ouais, c'est ça. Oui, le replay. Il m'a dit ça se passe à l'Automobile Club et toi tu comprendras pas tout parce que toute ta vie t'as circulé en Kangoo diesel. Je voulais dire à tous les flics et gendarmes que ils sont quand même les bienvenus ici. Eh bien justement l'hôte de l'Automobile Club ici récemment le président Yann de Montbriand. Merci de nous accueillir ici chez vous. On est ravis d'être avec vous. D'ailleurs, d'abord, c'est un honneur pour nous d'être partenaire de ce Grand Prix Autotech, ACF Autotech. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous ? Parce que c'est un petit peu aussi votre Grand Prix. Bonjour. Effectivement, ça représente pas mal de choses parce que les racines de cette maison sont dans l'innovation et le Grand Prix Autotech est là pour célébrer l'innovation des startups qui arrivent avec des nouvelles idées, des choses qui seront implantées dans l'avenir, dans les voitures, dans l'industrie. Et pour nous, c'est vraiment le symbole de ce qui nous tient depuis 130 ans et qu'on espère faire durer encore au moins 130 ans. Monsieur le Président, ici on est au cœur de l'innovation. Forcément, vous venez de le dire avec
de grands noms, en tout cas, qui sortent déjà et qui vont être célébrés ce soir. Cette fierté du rayonnement français, peut-être aussi. Oui, absolument. Alors on a, peut-être que vous ne le savez pas, mais on a remporté au mois de janvier le Grand Prix international du meilleur traiteur, et c'est notre équipe composée de notre chef et de notre chef pâtissier, soutenue par toutes les équipes et les brigades de l'Automobile Club, puisque tout se fait ici, dans cette maison, tous les produits sont frais, et nous avons remporté la médaille d'or et le Grand Prix du meilleur traiteur du monde, après avoir remporté le Grand Prix du meilleur traiteur de France en 2024. Excusez-moi, là vous avez Philippe David en PLS. Regardez là, Philippe David. Vous voulez pas organiser avec un quoi vous avez gagné? Gastronomie automobile, c'est pour un ami. Ah ben ça c'est tous les jours. Comment peut-on se consacrer à des sujets dérisoires Voilà, donc, Vous avez gagné avec quoi, s'il vous plaît, Président? Avec un plat particulier ou... Non, alors c'est pas un plat particulier, c'est un cahier des charges. D'accord. Avec des recettes très précises à exécuter, et qui concernent un déjeuner complet ou un dîner complet, qui est servi pour 8 personnes, plus une présentation sur un buffet à part, avec un décor de buffet. Et c'est vrai que c'est un travail, parce que vous avez quand même 12 juges qui sont des professionnels et qui évaluent la qualité de la prestation. Alors on est passé du guide Michelin. Maintenant. J'adore, mais moi Je j'adore. vois que vous avez les étoiles dans les yeux, donc tout va bien. Pas mal, magnifique. pas mal. Et on aurait été Ah, pour ça y est, ça l'exécution immédiate. Franchement, mais même le président de l'ACF, qui maintenant qui fait des blagues de Philippe David. Je Non, vais mais... vous avouer, moi je suis un peu impressionné par le président de la CF. Je vous trouve gonflé de me dire ça. Ah, mais quand même, hein, on peut dire que cette émission, ça roule, hein, quand même. Hein. C'est la radio de l'automobile, faut aussi le rappeler. En tout cas, moi, je reste au cocktail ce la soir. radio des territoires et de l'automobile. En tout cas, c'est une fierté d'être chez vous ce soir, et on a hâte de voir effectivement le grand gagnant ou la grande gagnante du Grand Prix. Oui, mais ça on ne peut pas préjuger, puisque rien n'est décidé. Oui, absolument. Bah, en tout cas, pas pour l'instant. Voilà. Vous avez un petit. Alors, bien sûr, on va toujours vous poser la question. Est-ce que vous avez un petit favori, sans nous donner le nom? J'ai vu des idées fabuleuses, mais comme je suis un homme d'équipe, je vais attendre que mes petits camarades challenge un peu nos idées et qu'on voit un peu comment ça émerge de façon collective. Beaucoup de Français dans la liste. Oui, absolument. Et 5 sur les 6 finalistes. on a vraiment en France, alors bon, moi je viens d'un métier des nouvelles technologies, on a en France une capacité à innover qu'on n'utilise pas assez, qu'on pousse pas assez. On a vraiment des bonnes start-up, des gens qui ont des idées, et c'est vrai qu'il faut qu'on continue à pousser ces gens-là. Yann de Pontbriand, c'est le jour où entrent en vigueur les taxes sur les voitures chinoises, notamment aux États-Unis, que l'automobile en Europe est vraiment, on va dire, en danger. Est-ce que la France a encore un grand rôle à jouer dans ce domaine, ici notamment avec le Grand Prix ACF Autotech et les startups qui innovent pour l'avenir? Oui, alors il y a deux aspects dans votre question. La première, c'est est-ce que le Grand Prix Autotech a un rôle à jouer? Oui, absolument, parce que ça contribue à améliorer l'efficacité de la mobilité, auquel on est très attaché, et ça peut être des innovations qui touchent aussi l'industrie, pas seulement automobile, mais l'industrie qui peut utiliser ce même genre de technologie. La deuxième chose, c'est que sur l'avenir de l'automobile en Europe, vous entendez un petit peu les discours qui viennent. Malheureusement, on a un peu l'impression que on nous fait faire un virage à 180 degrés très rapidement, sans tenir compte de l'inertie de conversion d'une industrie, parce que ça existe, et ça c'est toujours très difficile. Et puis vous avez les professionnels que l'on reçoit régulièrement ici, qui s'appelle Jean-Dominique Sénard, qui s'appelle Mobiliance, avec Xavier Oran, etc. D'ailleurs, je les remercie par avance de m'offrir un verre, puisque je les ai cités. On les salue. Mais bon, pour redevenir sérieux, c'est vrai qu'il y a des alertes, c'est qu'on a besoin de vraies décisions qui assouplissent les règles, parce que sinon, effectivement, l'industrie européenne va être dans un très mauvais état assez rapidement. Mais pour vous rejoindre, pas besoin de piston. Non, juste un bon villebrequin. Il est bon. Il est bon. Pas Il est bon, le d'embrayer, ça va. Ça y est, Si Dubo est freiné bon. sur les blagues vaseuses, c'est pas parce que on le a pa- fait Non, mais toutes voilà. les blagues. Bon, C'est bon. Vous embrayez sur quoi là maintenant? Sur le tête à queue, monsieur le président. Oh, je vous en prie. Allez, soyez les bienvenus. On revient dans un instant. Merci beaucoup.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, merci en tout cas d'être avec nous, de votre fidélité. Vous savez que plus de 1 million d'entre vous, on est largement dépassé 1 million sur notre chaîne YouTube et un peu partout sur les réseaux sociaux, et ça nous fait chaud au cœur. En tout cas, nous sommes ici à l'Automobile Club de France, en direct dans le cadre du Grand Prix ACF Autotech, puisque nous sommes partenaires, vous savez, que Sud Radio est la radio des territoires et de l'automobile aussi. Et du coup, nous avons regardé autour de cette table Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise de Gois, Jean-Michel Fauvergue, et nous avons gardé le président très drôle, beaucoup d'humour, Yann de Montbriand qui est avec nous, qui est avec nous. Ça pourrait carrément président de l'ACF. Ça pourrait faire une vraie voix. Une quatrième voix. Non, mais une vraie voix récurrente. Oui. On se disait là, on va vous débaucher, chef. Monsieur le président, est-ce que vous avez une blague? J'en ai plusieurs, mais allez-y. Non, je ne vais pas vous les raconter. Elles viendront au fur et à mesure. Laissez-moi gérer le comique de situation. C'est bien. Allez, tout de suite. T'as trouvé ton maître? T'as trouvé ton là, maître. c'est même mon mètre 50. Allez. Même non, 65. Non, on peut pas faire ça. On va pas faire ça toute la journée. Non, mais on peut pas C'était faire la ça. taille de Pierre Dac. Les amis, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et votre réquisitoire, monsieur le procureur, peut-on justifier, comme Marine Tondelier l'a fait, la politisation anti-RN du syndicat de la magistrature? Je suis navré d'instiller un peu de sérieux dans ce feu d'artifice. Les uns calembours, bien sûr, les autres du véritable esprit. Mon Dieu. Je vous trouve pas sympa avec Yann de Pontbriand. Ça dépend comment on le prend. Allez, on y va. Avant-hier soir, j'ai pu écouter chez l'excellent Darius Rochebain une émission politique sur évidemment les effets de la décision de concernant Marine Le Pen. Et il était très difficile pour chacun des députés du Rassemblement national de s'exprimer tellement la pesanteur intellectuelle et politique était hostile à leur argumentation. Mais ce qui m'a paru le pire, c'est Marine Tondelier qui questionnait sur le syndicat de la magistrature, qui à une certaine époque pas très éloignée avait enjoint aux magistrats de mener une offensive par le biais judiciaire anti-RN. Et le comble, on peut dire, des inepties dans une vie, ça nous arrive, même aux vraies voix, mais en réalité, on n'a pas le droit de confirmer une absurdité qu'on a dite, et pourtant Marine Tondelier, qui ose tout, l'a fait, elle a dit que c'était tout à fait normal, de la part d'un syndicat judiciaire, de considérer qu'il fallait mener une offensive contre le Rassemblement national. De mon point de vue, c'est faire perdre à la magistrature toute légitimité, c'est l'inscrire dans une structure partisane qui est peut-être aujourd'hui son grand risque, et c'est une catastrophe à la fois politique pour une Marine Tondelier qui est prête à tout dire, et à l'égard du judiciaire qui ne peut que trop tomber parfois dans le reproche. C'est ça, quel réquisitoire, 17 minutes après. D'ailleurs, dépêchez-vous parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais vite. Écoutez, de toute façon, le syndicat de la magistrature, évidemment, a appelé à voter contre le Rassemblement national lors des dernières législatives, comme beaucoup de syndicats. Le syndicat de la magistrature fait, lui, officiellement de la politique. Il y a au moins... Grave. Mais non, mais le USM en fait aussi. Non. Vous avez donc écouté. Non, mais Philippe, c'est comme les gens de chez Alliance, c'est qui n'est pas votre cas, Jean-Michel Fauvergue, qui vous explique qu'ils ne font absolument pas campagne et pour le Rassemblement national, dont les représentants deviennent députés du RN. Écoutez, il faut arrêter avec la faudercherie. Moi, je crois que globalement, tous les syndicats font de la politique. Voilà. Allez, Jean-Michel Fauvergue.
Non, il y a des syndicats corporatistes, y compris dans la police nationale, et ça devrait être le cas dans la magistrature parce que la mission est tellement importante et elle n'est pas remplie aujourd'hui qu'il nous faut des syndicats, certes, pour défendre les magistrats, mais des syndicats qui ne soient pas sur le champ de la politique. Et là, le syndicat de la magistrature, qui ne représente que 25 à 30%. Vous avez l'USM. Le problème, c'est qu'il a innervé de toute son énergie toute la magistrature et qu'il faut changer ça. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont indépendance, libération et amende. Emmanuel Macron rappelle l'indépendance de la justice à propos de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Ça va être de salles 2 ambiances dimanche entre la manifestation RN et le meeting Renaissance. The Liberation Day, le jour de la libération non donnée par Donald Trump à ce 2 avril pour l'entrée en vigueur de ses nouveaux droits de douane. Les détails de sa bataille commerciale seront dévoilés ce soir. Et puis Éric Zemmour, finalement condamné à 10 000 € d'amende pour contestation de crimes contre l'humanité après ses propos sur le maréchal Pétain qui aurait sauvé des juifs français pendant la guerre. C'était le 3e procès après 2 relax et une cassation. Les vraies voix Sud Radio. Le chef de l'État ne s'était pas encore exprimé à J+2 sur l'inéligibilité avec exécution provisoire de Marine Le Pen. Au surlendemain du jugement du tribunal correctionnel de Paris, Emmanuel Macron fait entendre une musique un peu différente de celle entonnée en off par François Bayrou. Point de trouble du côté de l'Élysée, mais un soutien plein à la justice. Propos tenus en Conseil des ministres ce matin, puis rapporté ensuite par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Il a rappelé 3 choses. La première chose qui est que, évidemment, la justice est indépendante et qu'elle prend ses décisions en toute indépendance et qu'il faut donc la respecter comme un pilier de notre démocratie. La seconde chose, pour rappeler que les menaces qui sont faites sur les magistrats sont absolument insupportables et intolérables, puisque nous sommes encore une fois dans une démocratie et la justice est tout à fait indépendante et doit être respectée. Et la troisième chose, pour rappeler que chacun a le droit à une justice équivalente et que le droit est le même pour tout le monde. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, alors que la Cour d'appel de Paris annonce vouloir rejuger Marine Le Pen dans des délais permettant un arrêt d'appel dès l'été prochain. Décision d'appel qui pourrait donc lui dégager la voie de la présidentielle si l'inéligibilité saute ou si elle n'est plus assortie en tout cas d'une exécution provisoire. Ça, on en reparle dans le grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio. Notez que dimanche, ce sera un peu quand même meeting contre meeting, avec d'un côté le RN et ses supporters qui manifesteront place Vauban à Paris. Jordan Bardella s'est voulu rassurant sur cette manifestation face à des journalistes tout à l'heure. Non, c'est pas un coup de force, c'est au contraire une défense très claire et très profonde de l'état de droit et de la démocratie française. C'est une mobilisation en réalité, non pas contre, mais pour la démocratie française. Il faut bien que les Français aient conscience de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays. Et donc ça nous semblait nécessaire pour Marine, pour moi, pour ses soutiens. Éric Ciotti, je crois, sera présent également à nos côtés, que nous puissions nous exprimer directement aux Français par l'intermédiaire de ces discours qui seront prononcés dimanche avec l'ensemble de nos cadres, de nos parlementaires et de nos militants. Le RN place Vauban dimanche donc, et d'un autre côté Gabriel Attal et Renaissance qui réuniront à Saint-Denis des piliers du bloc central comme François Bayrou et Édouard Philippe pour, je cite, défendre la démocratie et la justice. Ce meeting était prévu depuis plusieurs semaines, mais il se retrouve forcément percuté par l'actu judiciaire et la manifestation du Rassemblement national. Et puis le deuxième mot, libération, terme employé par Donald Trump pour parler des taxes douanières qu'il va dévoiler ce soir. Oui, le président des États-Unis avait même baptisé ce 2 avril. This is the beginning of Liberation Day in America. Le jour de la libération en Amérique, un décret qui va entraîner une croissance considérable, notamment dans l'industrie automobile des États-Unis, promet Donald Trump. Lui qui, jamais avare de superlatifs, avait aussi dit que droit de douane était son expression favorite du dictionnaire. Il va annoncer ce soir, 22h heure française, 16h à Washington, les détails de ces taxes, cette bataille commerciale mondiale qu'il entend lancer et qui fait déjà trembler les places boursières du monde entier, des droits de douane censés, selon la Maison-Blanche, provoquer l'avènement d'un nouvel âge d'or de l'Amérique. Yann de Pontbriand, une réaction sur les taxes douanières sur les automobiles, notamment lancées par Donald Trump dès aujourd'hui? Le problème, c'est que l'industrie est quand même assez mondialisée. Il y a beaucoup de produits qui viennent du Mexique ou du Canada pour alimenter le marché automobile américain, pas seulement de l'Europe, pas seulement de la Chine. Donc, je me demande comment ça va se faire. Alors, il y a des exemples dans le passé. Moi, je me souviens d'une société comme Steelcase aussi qui avait profité de faire construire pas mal de mobilier et de bureaux au Mexique et qui s'est retrouvé avec des problèmes
de qualité d'une part, et puis d'autre part des problèmes de droits de douane aussi assez importants. Donc je ne sais pas si on arrive à apprendre du passé. Troisième mot, amende. Éric Zemmour vient d'être condamné pour contestation de crimes contre l'humanité, Félix. 10 000 € d'amende pour ses propos de 2019 sur le maréchal Pétain qui aurait, disait-il, sauvé des juifs français pendant la guerre. Affirmation qu'il avait tenue et même réitérée d'ailleurs sur CNews face à Bernard-Henri Lévy. Vous avez osé dire que Pétain avait sauvé les juifs. Français. Ou avait sauvé les juifs français. C'est encore une fois le réel. Non, il a édicté des décrets en octobre 40 que l'Allemagne ne lui a pas demandé. Et si... Alors l'affaire avait fait l'objet d'une relaxe en première instance, puis en appel, arrêt finalement cassé par la Cour de cassation au motif que le délit de contestation de crimes contre l'humanité pouvait être qualifié, quand bien même la condamnation du maréchal Pétain à l'époque ne mentionnait pas cette incrimination, ce terme de crime contre l'humanité. Troisième procès donc, à l'issue duquel l'ancien journaliste et fondateur de Reconquête est finalement jugé coupable de contestation de crimes contre l'humanité. En plus de l'amende de 10 000 €, il devra aussi verser 1 € symbolique de dommages et intérêts et 1 200 € de frais de justice aux 5 associations parties civiles. Lui, en tout cas, à la sortie, conteste avoir voulu minimiser la Shoah. Il entend se pourvoir en cassation. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La Cour d'appel accélère le procès de Marine Le Pen pour une décision dès l'été 2026. Alors parlons vrai, est-ce que cette décision se justifie selon vous? Et à cette question, procès en appel accéléré pour Marine Le Pen, vous dites à 43% que c'est un désaveu du premier jugement, à 36% que c'est une saine adaptation de la justice et à 21% que c'est un traitement de faveur. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Aurélien Martini sera avec nous dans quelques instants, vice-procureur au tribunal judiciaire de Melun et secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300. Vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h en direct de l'ACF. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix en direct de l'Automobile Club de France et on est ravis d'être là dans le cadre d'un grand partenariat avec le Grand Prix ACF Autotech où on va parler innovation et nous aurons le grand gagnant ou la grande gagnante tout à l'heure en direct avec vous. Et autour de cette table bien fournie aujourd'hui, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold, Françoise Degois est éditorialiste, Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID, et on est venu dans notre petite besace avec Yann de Pontbriand qui est avec nous, président de l'Automobile Club de France. Merci en tout cas de nous accueillir ici. Vous connaissiez bien sûr les vraies voix, vous l'écoutez tous les jours. Bien sûr. Voilà, très bien. Avec attention. Et là, vous savez donc que tout de suite, c'est le grand débat du jour, on est d'accord? Absolument, mais je vous laisse le lancer. Ah ben voilà, c'est ça. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Est-ce que l'appel d'ailleurs de ce procès a été déposé? Oui, ça y est. Aujourd'hui. La procédure est lancée. Et je souhaite personnellement que si Madame Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau à la Cour d'appel de Paris puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible. Et je pense que le parquet général aura à cœur de sans doute hâter et précipiter un procès en appel. Et la Cour d'appel de Paris qui annonce un calendrier resserré pour rejuger Marine Le Pen afin de pouvoir rendre une décision d'ici l'été 2026. Un désaveu du jugement de la première instance de son exécution provisoire selon l'avocat de Marine Le Pen. Alors parlons vrai, est-ce que le calendrier politique imposait cette accélération ou est-ce que rien n'aurait dû changer? Et à cette question, procès en appel accéléré pour Marine Le Pen, c'est, vous dites à 43% un désaveu du premier jugement, à 37% une saine adaptation de la justice et à 20% un traitement de faveur. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Aurélien Martini, vice-procureur au tribunal judiciaire de Melun et secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'avoir accepté cette invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. D'abord, il est évident que cette rapidité de l'appel fixé dans ses conclusions à l'été 2026 est d'abord une réponse au séisme politique que ce jugement a suscité. Je veux dire toute cause et toute conviction confondues. Le deuxième élément, je pense, et j'espère ne pas choquer notre invité, que dans ce jugement qui est pour l'essentiel indiscutable, je veux dire, on a
pas le droit de mettre en cause une argumentation juridique qui se tient même pour l'inéligibilité. Je considère que la partie concernant l'exécution provisoire est d'une politisation extrême, puisqu'elle vise à démontrer par le biais judiciaire que politiquement, Marine Le Pen ne devrait pas être candidate en 2027. Et je pense qu'en effet, le processus d'accélération de l'appel est une réponse en grande partie à ce jugement et à ce passage-là. François Devois. Oui, bien sûr. Après, la Cour d'appel, je pense qu'elle fait une réponse, politique. Là, c'est la Cour d'appel qui fait véritablement de la politique, c'est évident, sur instruction du parquet général. Ça me paraît tellement évident, il faut aller vite, mais je pense que ça n'arrangera absolument pas les affaires de Marine Le Pen. Comment imaginer qu'elle ne soit pas condamnée, même à minima, en appel? Ce qu'elle cherche, c'est à enlever, évidemment, l'exécution provisoire, mais d'abord, y parviendra-t-elle? Et puis, par ailleurs, je rappelle vraiment que l'opinion, elle est implacable sur cette question. Elle a déjà considéré que Marine Le Pen, il est normal non seulement qu'elle soit condamnée parce que c'est très lourd ce dont elle est accusée, que l'exécution provisoire n'est pas un problème, et en plus de ça, elle substitue Jordan Bardella immédiatement. Donc, je pense que la Cour d'appel fait une erreur. En donnant le sentiment d'aller très vite, de mettre en gros le dossier au-dessus de la pile, tant mieux, mais on rallonge les délais. En plus, Marine Le Pen, c'est un piège parce que, en gelant sa présidentielle, elle n'aura même pas le temps de préparer son successeur, car de mon point de vue, elle n'arrivera pas à concourir en 2027. Voilà. Jean-Michel Fauvergue. Alors sur l'aspect politique des choses, je pense qu'il y a deux décisions qui sont éminemment politiques. D'abord l'exécution provisoire sur l'inéligibilité qui est très 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 rare. Ça a eu lieu déjà pour la maire de Montauban qui a été ensuite ensuite la deuxième décision politique, c'est celle qu'on entend là, c'est-à-dire un calendrier resserré en appel. Ça veut dire que les magistrats peuvent travailler sur cet aspect politique là. Donc là on est quand même sur quelque chose de particulier. Mais moi je crois, contrairement à Françoise, que c'est un très beau coup de la part de la cour d'appel, parce que je vois pas comment en appel Marine Le Pen pourrait gagner sur son inéligibilité. Et elle sera déclarée sans doute inéligible de manière définitive. Alors il y a la cassation après évidemment, ouais, sauf qu'on de manière définitive, bien avant les élections présidentielles. Ouais. Et c'est un coup, un beau coup de jouer par les magistrats. Nous sommes en compagnie d'Aurélien Martini, vice-procureur au tribunal judiciaire de Melun et secrétaire général adjoint de l'Union des syndicales des magistrats. Quand on voit qu'on peut accélérer un procès alors que des Français attendent depuis des années parfois un jugement en première instance ou en appel, est-ce que ça donne le sentiment que tous les Français sont égaux devant la justice ? Ah, c'est une bonne question. Je ne dirais pas que c'est un traitement de faveur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un traitement particulier. Mais un traitement particulier qui est sans doute lié à l'affaire. Je crois que la volonté des chefs de la Cour d'appel de Paris, ça a été d'apaiser la situation en raccourcissant le délai, c'est vrai, d'audiencement, puisque le délai d'audiencement sont habituellement, malheureusement, un peu plus longs devant la Cour d'appel de Paris. Mais je crois que c'est de nature à apaiser la situation. Après, ce qu'il faut dire de cette décision, moi je suis pas d'accord, ce n'est pas une décision politique et je trouve moi je l'ai lue et il faut que chacun la lise, c'est intéressant, elle est particulièrement bien motivée, notamment en ce qui concerne l'exécution provisoire, qui n'est pas une mesure inhabituelle, contrairement à ce que j'ai entendu, c'est quelque chose de très courant, l'exécution provisoire, y compris sur des peines d'inéligibilité. Donc, pour vous donner un exemple, c'est prononcé sur une peine sur 2 d'emprisonnement ferme, et je pense que c'est l'immense majorité des sursis probatoires, c'est-à-dire les sursis lorsque l'on fixe des obligations aux prévenus, qui sont prononcés en France. Donc ça n'est pas quelque chose de nouveau, ça n'est pas quelque chose d'inhabituel, c'est quelque chose sans doute aussi qui est lié à la gravité du détournement de fonds commis, puisqu'il porte sur 4 millions d'euros. Donc, c'est pas très surprenant. Après, cette accélération du temps, effectivement, elle peut donner l'impression, surtout quand on connaît la difficulté d'audiencer des dossiers rapidement, que ce dossier passe avant les autres. Ça n'est pas faux, mais je crois que c'est surtout lié à la nature du dossier et aux réactions qu'a suscité la décision. Moi, si je puis me permettre, je vais vous poser une question, quelque chose qui me heurte. Je voudrais savoir ce que vous en pensez en tant que magistrat. J'entends les atermoiements, j'entends une partie de la classe politique qui hurle contre cette loi, d'ailleurs qu'elle a votée en 2016, la loi Sapin 2, et je vois un premier ministre et je vois un premier ministre qui patouille à l'Assemblée nationale, alors que vous avez une magistrate, Bénédicte de Pertuis, qui n'est absolument pas une groupie d'Eva Joly. Juste, elle a expliqué que parce qu'elle a vu Eva Joly
Joly un documentaire et ça lui a donné la passion de la justice. Eva Joly, c'est celle qui a cravaté Bernard Tapie. Et voilà, je trouve ça indécent totalement. Cette magistrate est menacée de mort de façon grave et réitérée. Bénédicte de Pertuis, c'est pas la gauchiste du coin qui fait 152 pages, si vous voulez, d'argumentaire sur une décision de justice. Moi, je trouve ça révoltant. Et je pense que, contrairement aux ambiances où on s'entretient entre nous, d'entre-soi, sur les plateaux, etc., je pense que les Français sont ultra choqués par ça, en fait. Je ne crois pas. Aurélien Martini, pardon. Allez-y. Non, mais comme la question était longue, je pense. Oui, pardon. Non, je partage votre avis. C'est à la fois indigne et très inquiétant. D'abord, Bénédicte de Pertuis, elle n'est pas seule. Ils sont 3 à avoir pris la décision et rien ne dit qu'elle n'a pas été mise en minorité. C'est vraiment, là, on fixe et on personnalise en lui mettant une cible dans le dos, ce qui est très dangereux. Mais il y a 3 magistrats qui ont pris une décision et qui ont pris une décision après des années d'enquête, des mois d'audience et des mois et des semaines de délibéré. Donc tout ça n'est pas écrit sur un coin de table par 3 magistrats. C'est une décision qui a été pensée, mesurée, réfléchie. Mais oui, c'est dangereux pour notre démocratie parce que vous avez une prise en étau en quelque sorte. On parle beaucoup aujourd'hui des magistrats qui sont menacés par le narcotrafic et l'USM a beaucoup œuvré pour qu'on fasse rentrer dans la loi des dispositifs innovants et plus efficaces sur le haut du spectre de la criminalité organisée. On sait que les magistrats sont aujourd'hui la cible des narcobandits. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent aussi la cible de politiques qui sont condamnées par eux. Il faut que la justice passe et il faut qu'elle passe sereinement. On peut ne pas être d'accord avec une décision de justice, on peut la contester, il ne faut pas jeter le discrédit sur elle, ça c'est une infraction, et il ne faut pas attaquer l'institution parce qu'elle est fondamentale à réguler les liens sociaux. Et puis sur la loi Sapin de 2016, effectivement, la loi peut être discutée, mais la question de l'inéligibilité automatique, par exemple, elle doit être discutée à l'Assemblée nationale, pas dans un tribunal. Les magistrats n'ont pas à discuter la loi, ils ont à l'appliquer. Si la loi est une mauvaise loi, moi j'ai pas d'avis sur la question, il faut que les députés reviennent dessus. Mais attention, il y a l'inéligibilité d'une part, l'exécution provisoire d'autre part. Je dis aussi, ne désarmons pas la justice pénale qui a aujourd'hui besoin de l'exécution provisoire dans toute une série de contentieux. Philippe Bilger, je rappelle juste que Marine Le Pen a condamné lourdement ces menaces de mort absolument. Des magistrats. Les menaces de mort. Les condamner non mais excusez-moi, je reviens là-dessus. On peut bien les condamner. Non, François, on voudrait parler aussi. Allez. Non, je veux dire, quand on parle de juges tyrans à l'Assemblée nationale, on peut très bien condamner. Donc si on condamne. Mais quel rapport, Françoise? Quel rapport? Philippe Bilger. Tout le monde a contesté, a décrié, a dénoncé les menaces contre la présidente du tribunal correctionnel. Mais je voudrais poser une question à mon ancien collègue. Est-ce que vous trouvez que l'argumentation concernant l'exécution provisoire n'est pas politisée lorsqu'elle affirme qu'il y a un trouble à l'ordre public si jamais une candidate à l'élection présidentielle pouvait se présenter en étant condamnée? Est-ce que vous considérez que c'est un raisonnement judiciaire ou une argumentation politique? Non, mais je considère que c'est une motivation judiciaire, mais il faudrait qu'on s'entende sur l'ordre public et il faudrait qu'on ait un peu plus de temps pour en parler parce que l'ordre public, nous le savons et vous le savez aussi, chers collègues, que c'est une notion plus protéiforme que simplement le bon ordre sur la voie publique. Le bon ordre, l'ordre public, c'est aussi le respect de l'ordonnancement juridique, des décisions de justice. Donc, c'est ça qui a voulu être dit par la collègue. Moi, je le sais parce que je sais ce qu'est l'ordre public, mais j'avoue que quand on lit la décision et qu'on n'a pas de connaissance juridique, on peut croire que bien elle le fait pour éviter le désordre dans la rue. Ça n'est pas cela. Donc il faut s'entendre. C'est un peu comme quand on vise le risque de récidive. Le récidive, il est lié, et les magistrats le savent bien, à un comportement à l'audience. Quand vous avez face à vous un prévenu qui ne reconnaît pas ce qui est son droit le plus strict, les faits, on a tendance à considérer soit qu'il n'a pas compris qu'il a fait mal, qu'il a passé la ligne, ce qu'a dit le tribunal, puisqu'il a condamné l'ensemble des prévenus, si ma mémoire est bonne, et donc vous avez tendance à considérer qu'il y a un risque de réitération de récidive plus important. Mais là aussi, ce sont des notions un peu complexes, et il faut les expliquer, sinon effectivement on ne comprend rien. Mais c'est très dangereux de dire que la justice est politisée. Moi, j'appartiens à une organisation syndicale qui est largement majoritaire, qui fait 63% des voix aux élections, donc c'est assez rare d'avoir une organisation, une syndicale aussi majoritaire, et qui a l'apolitisme dans son ADN. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on puisse dire d'un magistrat qu'il est politisé, parce que sa mission, justement, c'est d'être apolitique et de ne pas tenir compte de ses préjugés. C'est très important, c'est ça le magistrat, c'est le tiers impartial. Et donc,
Dire que la justice est politisée, c'est la faire rentrer dans un champ dans lequel elle ne devait jamais rentrer. Jean-Michel Fauvergue. J'entends bien ce que vous dites et je le partage, mais c'est pas du tout le cas. En fait, et c'est pas le cas à cause d'un de vos syndicats qui est pas le vôtre, qui est le syndicat de la magistrature et qui a politisé effectivement la justice. Mais je voudrais revenir moi sur les violences. Alors ils n'ont pas politisé la justice, eux sont politisés, mais ça ne concerne qu'eux. Hein. Ah oui. Ouais, enfin, bon, je voudrais revenir sur les violences, en particulier les violences vis-à-vis des magistrats. Mais là, on est rattrapé aussi, et moi, je le regrette fortement, par cette violence généralisée envers toute forme d'autorité. Et longtemps, les magistrats sont restés à l'écart de ça, ont pas voulu voir ça, et même pour certains politisés ont participé à ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui les rattrape. La violence, elle est partout. Elle est contre les policiers, elle est contre les gendarmes, elle est contre tous les serviteurs de l'autorité de l'État, et elle est contre maintenant les serviteurs de la justice. Dans les propos du président de la République, revenons sur les propos, il a dénoncé la menace à magistrats, il a dit que la justice devait être équivalente à tous, on applaudit des deux mains. Par contre, il a parlé d'une justice indépendante. C'est pas la justice qui doit être indépendante, ce sont les magistrats, et en particulier les juges jugeants, c'est-à-dire les magistrats du siège, qui doivent être indépendants pour donner des réponses tout à fait indépendantes. Pas la justice. La justice, il y a des politiques pénales qui doivent répondre aux impulsions des politiques. La justice, elle est pas en sustentation. Elle répond à certaines choses, et en particulier à la cohésion de l'État français. Aurélien Martini. Oui, non, mais là, vous confondez la magistrature du siège et la magistrature du parquet. Moi, j'ai été longtemps parquetier, j'ai été un peu juge d'instruction, mais longtemps au parquet. Oui, le parquet applique une politique pénale qui, au titre de l'article 20 de la Constitution, est définie par le gouvernement. Ça, c'est pas une difficulté. Mais c'est la justice qui doit être indépendante, l'institution judiciaire, en tant qu'elle rend des actes juridictionnels en toute indépendance, à l'abri des pressions. Mais moi, je partage votre avis sur le fait qu'il y a eu un délitement de l'autorité et qu'il y a des atteintes de plus en plus fortes et de plus en plus importante en volume à l'endroit des dépositaires de l'autorité publique, qu'ils soient policiers, gendarmes, douaniers, magistrats, et j'en oublie. Mais ça, c'est quelque chose qui inquiète dans la société. Et je vais vous dire, je n'ai jamais pris ça, et l'Union syndicale des magistrats, qui s'est toujours élevée contre les violences faites à l'endroit des FSI, des forces de sécurité intérieure, on est très bien placé pour dire que c'est un danger, ça aussi, pour la démocratie. Parce que lorsque vous avez ceux qui sont en première ligne, on parle beaucoup aujourd'hui de la PPL narcotrafic, mais de la lutte contre le haut du spectre de la criminalité organisée. Alors on ne peut plus protéger ceux qui sont en première ligne, policiers, gendarmes et magistrats dans ces dossiers. Eh bien, c'est le front qui risque de céder. Et si nous perdons cette guerre-là, on ne viendra pas dire c'est la police et la justice qui l'a perdue, nous la perdrons ensemble. Donc moi je suis tout à fait d'accord pour dire que les atteintes à l'autorité, au fond de la puissance publique, parce que c'est ça qui est atteint quand on atteint un policier ou un magistrat, c'est quelque chose qui doit tous nous alerter. Et d'où que viennent les menaces, d'où qu'elles viennent. Bien sûr, mais d'accord avec vous, mais n'oubliez pas que un de vos syndicats, le syndicat de la magistrature, a participé aussi à des tables rondes à la fête de l'humanité en particulier, pour dénoncer des violences policières systémiques. Et donc à partir de ce moment-là, évidemment que ça n'arrange pas les choses. Bon, oui, moi, je voudrais dire, ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires, ils font 25%. Mais ok, ça existe, comme ça existe dans la police, comme ça existe. Écoutez, moi, je pense que c'est un faux débat. Moi, je voudrais poser ça tombe bien parce que c'est l'USM, très court. Honnêtement, quand vous avez, et ça n'a tout à voir avec la choucroute. Moi, je ne veux pas qu'on noie tout dans un grand tout. 30 secondes. Il se passe quelque chose dans ce pays. Vous avez une formation politique qui parle de juges tyrans, vous avez une droite de plus en plus radicale qui s'attaque à l'état de droit. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire, ok, ça fait partie de la violence de la société, mais il y a un fait aujourd'hui majeur qui est vraiment une attaque en règle de la justice. Honnêtement, je ne sais pas comment vous le vivez, mais il faut pas exagérer. C'est pas la première, quand il y a vu l'affaire Urbain. Je veux vraiment qu'il Les amis, réponse très courte pour vous, Aurélien Martini, s'il vous plaît. Oui, non, mais c'est effectivement très inquiétant parce qu'on se sert d'une affaire particulière pour atteindre la justice en général. Mais encore une fois, si vous affaiblissez la justice, vous affaiblissez la capacité de l'État aussi à répondre aux actes de délinquance. C'est ça qu'il faut comprendre et répondre à tous les problèmes que peuvent rencontrer les Français dans leur vie quotidienne. Donc, c'est une institution. Quand on dit que c'est une institution pilier, c'est pas pour satisfaire les magistrats. C'est parce que, encore une fois, si cette institution-là tombe et qu'elle est décrédibilisée, toute la société tombe avec elle. Et je le dis pas pour le bien-être des magistrats. Enfin, il y a 4 fois moins de procureurs en France et 2 fois moins de juges que la moyenne européenne. Donc, ils savent très bien quel est le travail qui est devant eux et dans quel état ils sont laissés. Mais encore une fois, si cette institution-là tombe,
j'ai la plus grande crainte que nous ne soyons plus en démocratie et que nous soyons régis par d'autres règles. C'est ça qui est en jeu. Merci beaucoup Aurélien Martini, vice-procureur au tribunal judiciaire de Melun et secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Dans un instant, chers amis, une autre thématique bien compliquée. Là, il n'y a pas de règle de droit. On pourrait mettre un procès en place. Oui, avec tout ce qui va être le fait. Le tribunal du qui c'est qui l'a dit. Allez, c'est dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et en direct de l'Automobile Club de France, ce lieu mythique, magique, où ont traversé en tout cas des talents dont Philippe David. Merci. Mais éphémère puisqu'il part ce soir. Il va pas rester. Qu'elle dit du bien de moi. Tu vois, ça dure jamais longtemps. D'une pierre blanche. Non, mais ça dure jamais longtemps. Tu marques la minute d'une pierre blanche. Et il disparaît. Voilà. Mais c'était le mot exact, traverser. Ouais. Voilà. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. Et le petit dernier qui vient d'arriver. On l'adore, on veut plus le décrocher. Yann de Pontbriand qui est avec nous, qui est le président de l'Automobile Club de France et qui va avec nous jouer au qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et écoutez bien, alors je propose que Monsieur le Président puisse répondre en premier, puisque nous n'avons pas d'auditeur aujourd'hui. Bien et sûr. s'il n'a pas la bonne réponse, c'est à vous, chère vraie voix, de répondre. Écoutez bien, Monsieur le Président, qui c'est qui l'a dit ? Je propose l'interdiction du syndicat de la magistrature. Qui a dit ça ? Est-ce que c'est Bruno Retailleau? David Lisnard. On l'a dit en même temps. Non, il a dit David Lisnard. Non, mais je l'ai dit. Mais moi, on l'a dit en même temps. Mais je mets en même temps. En même temps, donc 3-3. Mais non, vous mettez si, on l'a dit en même temps. Entre l'association de Non, malfaiteurs. c'est pas vrai. Oh. Association de Qui malfaiteurs. c'est À l'Automobile Club, on triche. Nous sommes à l'Automobile Club, ce sont des bienfaiteurs. Bien sûr. Qui c'est qui Donc, l'a t'as mis dit? Yann 3-3. de Pontbriand. Oui. Super. Il ne faut pas politiser la justice. Alors, c'est un ancien ministre qui a été recasé récemment. Dupond-Moretti. Non. Ah oui, Clément Beaune. Bonne réponse. Clément Beaune, haut commissaire au plan. On sait toujours pas ce que ça veut dire. Vous l'avez dit en même temps que moi, Philippe Bilger. Non, là, c'est pour vous. Allez, question qui c'est qui l'a dit 3 points. Je crois qu'il n'y a pas de débat sur le fait qu'il existe une justice politique dans notre pays. Yann de Pontbriand. C'est pas facile, hein. Oui, c'est pas facile, hein. Un peu dur. Il n'y a pas un indice? Langauchat. Oui, Langauchat. C'est une fille d'eux. Ah ben c'est Marion. Bonne réponse. Marion. Ben, Il l'a dit en juste premier. avant. Ah mais si, je l'ai dit avant. Non. Non mais Cécile, s'il te plaît, arrête. Je l'ai dit. Marion. Non, j'ai dit Marion Maréchal avant toi. Mais écoute, mais enfin. Alors, écoutez, En fait, c'est moi qui l'ai dit, mais vous m'avez pas entendu. Attendez, nous allons demander à notre attendez à notre réalisateur, mon cher Maxime. Sur les épaules, c'est Ben, il se lave les mains, c'est le Ponce Arthur. Non, c'est moi, je l'ai dit en Non, c'est clair. Alors, C'est pas vrai, Maxime. Mais regardez, vous énervez, c'est que vous êtes mauvais joueur. Alors, nous n'avons pas la ligne d'arrivée, donc la ligne d'arrivée, elle est double. Ouais, double 3 et On 3. met double, 3 Allez. partout. Il a des surdités hémiplégiques. lui, hein. Ouais, c'est ça. Qui l'a dit? Notre modèle économique est à bout de souffle, indépendamment de la situation géopolitique. On n'a pas assez de gens qui bossent. Ah. Elle est ministre. Elle est ministre, Yann de Pontbriand. Ah. Elle a un nom double. Oui. Amélie de Montchalin. Non. Vanille Runacher? Non. Non, à Panoyan. Oui, bonne réponse. Panoyan. Ah non, Panoyan, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, mais. Oh non, ça va. Bon, on est à combien là? Vous êtes à l'Automobile Club. 9-9. Ça, tenez-vous. Restons s'il vous plaît. On peut pas se tenir, on s'en fout, on serait Non, mais n'importe où. de toute façon, vous êtes déjà rayé des listes. Alors, comme ça, Ah oui, mais ça, mais bien sûr, mais ça c'est. Allez, question qui c'est qui l'a dit, 3 points sur la condamnation de Marine Le Pen. J'ai effectivement critiqué cette décision, mais comme beaucoup de gens, je ne suis pas porte-parole du Rassemblement National. C'est un ancien conseiller politique qui a même été chroniqueur sur Sud Radio. Absolument. Robert Ménard? Non. Un ancien conseiller politique. Et ancien député. Il a un prénom de roi. De roi Louis Guénaud. Bonne réponse de Françoise Degois, Henri Guénaud. Ah, j'ai compris Louis Guénaud, j'ai dit. C'est peut-être son cousin. Hein. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur la manifestation du RN dimanche? Je n'ai pas envie qu'on joue un mauvais remake du Capitole. C'est
un président. Allez, Jordan Bardella. Je sais que Gabriel Attal. Non. président de région. Ah bah c'est Xavier Bertrand. Bonne réponse. Xavier Bertrand. On l'a dit en même temps. On l'a dit en même temps. Le président l'a dit. Je te donne le point. Vous avez dit Bertrand. Non, j'ai dit Xavier Bertrand, mais je vous donne le point. Non, mais il est aussi. Non, mais c'est vraiment le regard, c'est vraiment les tricheurs, les deux. Parce que vous Mais pensez... c'est pour ça qu'on s'est mis à côté et on regarde la Concorde. Mais je vous donne les points, monsieur le président, parce que comme Françoise Degois disait Bertrand, elle pensait plastique Bertrand. Ah, il est trop bien. Alors, il est trop drôle. Eh bien, écoutez, Françoise Degois s'est imposée, une courte tête devant Philippe Parce Bilger. que vous lui avez donné les 3 points discutés. Non, mais pas du tout. Tu les as eu aussi. Tu les as eu aussi, les 3 points discutés. Si, tu les as Yann eu. de Pontchartrain, Pontbriand a marqué ses 3 premiers points. La police est toujours absente. Tu as eu les 3 points en même temps que moi. On a marqué des points ensemble. Chère madame, est-ce que vous me permettez de vous féliciter? Ah, c'est sympa. Ouais. Regardez comme il est classe, ce président. il est élégant, très élégant. Permettez-moi, je vous permets, président, je vous adore. Bien, je vous kiffe déjà d'enfer. Vous pouvez rectifier. Même si pour vous la police. trichez. Allez, les amis, restez avec nous dans un instant. Le journal et puis la météo de Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Oh, ça va faire plaisir à Françoise Degois. On va partir dans les Hautes-Pyrénées. Ah, très bien. Allez, soyez les bienvenus en direct de l'Automobile Club de France, ici, sur une place magnifique. Cette plus place. que magnifique. Hein. Ah ouais, là, on est vraiment. Là, on a vu sur tout le. On a l'Assemblée nationale, on a le Sacré-Cœur. Voilà. Et j'ai la vue sur Philippe David pour vous dire comme c'est beau. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes en direct avec les vraies voix ici à l'Automobile Club de France, un lieu mythique, l'histoire de l'automobile ici depuis tant d'années, Philippe. Absolument. Avec nos invités, en tout cas nos vraies voix du jour, Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue et vous au 0826 bien entendu 300. Et nous avons avec nous le fondateur de ce Grand Prix ACF Autotech dont nous sommes partenaires et nous en sommes très fiers. Richard de Cabrol est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. C'est vrai que les journées durent longtemps maintenant. Oui, mais on ne sait plus là. Maintenant, on est habitué au noir avec Philippe David, donc c'est un peu compliqué. Oui. Et avec nous, puisque vous n'êtes pas venu tout seul, Christophe Lacroix, qui est patron de l'innovation de Motul. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà, alors tout se joue pour l'instant puisqu'on est un peu dans les délibérations Richard de Cabrol avec donc tous ces lauréats qu'on a reçus avec Philippe David toutes ces dernières semaines et là c'est ce soir à quelle heure saurons-nous le nom du Grand Prix? Eh bien à 21h on connaîtra le vainqueur du Grand Prix ACF, le vainqueur du prix Pionnier et celui qui remporte aussi la mention Green Tech puisque nous donnons 3 prix et d'ailleurs avec nous avons un membre du jury et c'est ça qui est marrant. Voilà, le membre du jury qui est avec nous, Christophe Lacroix. Qui est responsable, moi j'ai Chief Innovation and Sustainability chez Motul, vous voyez en anglais, pour parler comme que vous m'ayez pris mon don des langues. Non, parce que hier Philippe Bilger nous a fait une brillante démonstration de l'anglais. Motul est un partenaire historique du Grand Prix ACF Autotech. Qu'est-ce que vous avez vu évoluer dans ce Grand Prix ces dernières années, Christophe Lacroix? Alors, ce qu'on a vu évoluer déjà, c'est la qualité des dossiers, l'internationalisation, et ça c'est excellent. Alors, il y a vraiment beaucoup plus de, je dirais, de maturité, de structure dans les dossiers qui arrivent. Et c'est toujours rafraîchissant parce que il y a énormément d'évolutions. Le monde de l'automobile, je vais pas vous l'apprendre, il est en grande mutation. Et il va continuer, et les choses vont continuer à être chahutées sans doute pendant un certain nombre d'années. Donc c'est toujours bien de prendre un peu de recul, de voir ce que l'innovation apporte et la vitesse à laquelle ces startups peuvent, je dirais, amener des solutions que nous on peut implémenter ou pas. Vous êtes surpris chaque année ? Alors, oui, on est toujours très surpris et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez des startups avec, je dirais, de tout âge en fait, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui en ont moins, des projets qui sont extrêmement disruptifs où on se dit est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça va emmener, est-ce que ça va aller quelque part, des projets qui sont, on va dire, un peu plus conservateurs, mais c'est ça qui fait la richesse du Grand Prix et grâce à Richard
part, en l'ayant poussé un peu, je crois que l'internationalisation du Grand Prix est aussi quelque chose d'important, parce qu'aujourd'hui, le monde reste très ouvert et il est important d'aller chercher la connaissance et l'innovation là où elle est. Richard de Cabrol, c'est la grande finale, c'est la 8e édition, vous êtes le fondateur. Quelle est votre tension, votre rythme cardiaque et votre tension systole-diastole au moment où on se parle? Alors là, je suis dans le moment de repos. Moi, quand je suis chez Sud Radio, je suis dans le moment de relaxation, le moment de détente. Ça me rafraîchit l'esprit, voilà. Et en plus, on peut parler de juges avec beaucoup de positivité, parce que nos jurés sont tous formidables. Et c'est un grand cru cette année? Alors, chaque année est un grand cru, parce que chaque année apporte son lot d'innovation et suit d'ailleurs la tendance d'innovation qu'on peut rencontrer au fil du temps. On voit moins de solutions pour des véhicules électriques cette année, plus de structures, de matériaux, de consommer moins de matériaux, d'avoir des structures qui sont moins chères pour avoir des véhicules moins chers, puisque finalement la consommation et le prix des véhicules est un véritable défi pour les constructeurs. Et donc là, on sent que c'est la tendance aujourd'hui. Donc c'est un grand cru cette année, parce qu'on parle de réduction des masses, réduction des coûts des matériaux, et donc ça répond encore aux besoins du moment. Merci beaucoup Richard de Cabrol, fondateur du Grand Prix ACF Autotech, et Christophe Lacroix, qui est patron de l'innovation de Motul. On va vous retrouver bien entendu aux alentours de 19h avec de bonnes nouvelles, en tout cas pour tous ces lauréats qui aujourd'hui doivent, à ce moment-là, doivent trembler peut-être. Oui, puisque rien n'est décidé avant. Les décisions des jurés se font en direct. Donc effectivement, c'est un pitch qui est un enjeu. Dans d'autres concours, ils pitchent, mais la décision est déjà prise, donc ils sont très détendus. Et là, je confirme que à la fois la disposition de la salle et à la fois l'enjeu, les stress, mais on aime ça quelque part au Grand Prix, on aime stresser nos candidats, mais toujours avec bienveillance. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Et on va prendre la direction des Hautes-Pyrénées, un petit village où le maire était jugé en appel hier et qui était soutenu par 70 élus dans le palais de justice. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus ici en direct de l'Automobile Club de France, et on est très bien. Sud Radio, bien entendu, et les vraies voix, et merci de votre fidélité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes en direct de l'Automobile Club ici à Paris dans le cadre du Grand Prix ACF Autotech, dont nous sommes partenaires privilégiés. Très heureux d'être ici avec nos éditorialistes du jour qui ont la bouche pleine. Philippe Bitcher. Mais non, mais... Françoise de Gois, ça va Françoise? Mais on est soignés vraiment, ils sont tellement merveilleux. Là, je suis en train de manger une poire, c'est pas la peine. Les jeux de mots débiles, c'est pas la peine, Philippe David. Voilà. Je mange une poire. Voilà. Une poire. Cécile est généreuse. Elle est généreuse. Par contre, il n'y a rien à boire à part de l'eau. Jean-Michel Fauvergue qui râle tout le temps. Et il n'arrête pas de râler, mais qu'est-ce qu'il a, c'est un râleur en fait. Eh ben, c'est rien à côté de Philippe David. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Willem-Bitz dans les Hautes-Pyrénées. Pourquoi Willem-Bitz? Parce que l'ancien maire de ce village, d'un peu plus de 100 habitants, a été rejugé hier en appel à Pau, un procès qui lui a valu le soutien de près de 70 élus qui se sont rendus dans la salle d'audience ceints de leur écharpe tricolore. Mais pourquoi ce procès en appel? Parce qu'en première instance, l'ex-maire avait été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Une condamnation parce que, en marge des fêtes du village, une enfant de 2 ans était morte noyée dans sa poussette après que sa mère, qui avait 0,79 grammes d'alcool par litre de sang, soit tombée dans l'eau du Bouès après avoir trébuché à 2h du matin. Dans cette affaire, le président du comité des fêtes, qui avait outrepassé un arrêté du maire demandant que la fête du village se fasse dans la salle des fêtes et qui avait commandé de l'alcool sans licence 4, avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis, une peine moins lourde donc. Il avait le même taux d'alcoolémie dans le sang que la mère qui a été relaxée. Et je ne comprends pas que dans ce drame, le maire soit celui qui a été le plus condamné, alors qu'il n'est pour rien dans le fait que le comité des fêtes ait outrepassé son arrêté, sauf si le manque d'autorité est passible de sanctions pénales aujourd'hui. Qu'on relaxe la mère qui, avec la mort d'un enfant, a pris la perpétuité, pourquoi pas. Mais l'argument consistant à dire « s'il y avait eu quelque chose qui empêchait de tomber le long des berges, ça ne serait pas arrivé » est un peu léger, puisque théoriquement, on ne devrait pas être dehors alcoolisé en pleine nuit avec son enfant de 2 ans dans une poussette. Pour le président du comité des fêtes qui a violé un arrêté municipal et la loi en introduisant de l'alcool, il est surprenant également qu'il ait été moins condamné que le maire. On comprend mieux maintenant pourquoi les maires démissionnent massivement et qu'on risque de manquer de candidats l'an prochain si on peut les condamner pour tout et n'importe quoi, en oubliant la responsabilité individuelle de chacun.
vous avez raison là-dessus. Honnêtement, la responsabilité pénale des maires, c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant. Moi, j'ai maires de petites communes. J'ai le souvenir. J'ai le souvenir du maire de Grenoble qui a traîné ça pendant des années à cause des enfants qui s'étaient noyés sur les berges, etc. de l'Isère. Honnêtement, parfait votre coup de gueule parce que on est un absurdie en fait. On est un absurdie et je ne sais pas quoi répondre à ça. Vous avez raison simplement de le soulever et soutien quand même à ce maire. C'est incroyable. Oui, parce que moi je pense qu'on peut que démissionner de ras-le-bol, Votre argument est très bon, ça n'est pas le vôtre, mais lorsqu'on reproche à un maire à partir d'une tragédie que si on avait installer un dispositif, j'imagine le nombre de tragédies au sujet desquelles on pourrait faire ce raisonnement. Non mais les amis, tout à l'heure, on est dans le, en fait, on est dans le débat de tout à l'heure. On est sur le débat de la justice. Tour de table. Ah oui, il y a du justice. Oui. Non, le tour de table, oui, ça sera là aussi là-dessus. Non, mais sur la justice, il y a un véritable problème d'interprétation aussi, parce que les textes sont là, les responsabilités sont là. Mais quand même, on a une possibilité d'interprétation de la part des juges et on le voit dans les affaires politiques qu'ils arrivent à interpréter. Là, on peut aussi interpréter d'une manière beaucoup plus humaine et beaucoup plus compréhensible. Et ça n'existe pas. Malheureusement, ça n'existe pas dans ce débat-là. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y ait pas de responsabilité des. Non, mais alors que la mère, moi, je suis d'accord avec. Je trouve que Philippe David a eu la phrase très juste en disant la mère, de toute façon, elle a pris perpétuité. Sinon, on ne se remet pas d'une telle culpabilité, c'est pas possible. Mais c'est aussi la règle, c'est-à-dire que vraiment là, les magistrats interprètent la règle des responsabilités pénales des maires, c'est délirant, c'est terrible en fait. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'influent en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et Xavier Bertrand qui compare la manifestation organisée par le Rassemblement national à l'invasion du Capitole. Oui, opposant notoire au RN depuis sa première victoire de justesse au régional contre le RN dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand évoquait ce matin la manifestation organisée dimanche place Vauban à Paris contre l'inéligibilité de Marine Le Pen. Et c'est là qu'il a évoqué les soutiens internationaux à l'ex-candidate RN, évoquant le Hongrois Viktor Orban, l'Italien Matteo Salvini, mais aussi le Brésilien Bolsonaro ou encore Donald Trump et Elon Musk aux États-Unis. L'international de l'extrême droite qui a manifesté son soutien à Madame Le Pen. Ce sont tous des responsables qui, à un moment ou à un autre, ont remis en cause des décisions de justice et les institutions judiciaires. Et puis vous regardez en plus ce qui va se passer ce week-end. Le Rassemblement national a appelé à une manifestation. Mais c'est quoi l'étape d'après ? Il va falloir aller manifester. Ils vont appeler à manifester devant un tribunal. Mais c'est quoi la dérive suivante ? Vous savez ce que ça me rappelle ? J'ai pas envie qu'on joue un mauvais remake du Capitole. Parce qu'à force, justement, de s'en prendre aux magistrats. Vous vous rendez compte que la présidente du tribunal correctionnel, elle est aujourd'hui sous protection. Des propos tenus ce matin par Xavier Bertrand chez nos confrères de RTL, tandis que tout à l'heure, au micro notamment de l'AFP à Bruxelles, le président du RN, Jordan Bardella, a répondu à ces critiques en promettant une manifestation pacifique. Non, c'est pas un coup de force, c'est au contraire une défense très claire et très profonde de l'état de droit et de la démocratie française. C'est une mobilisation en réalité, non pas contre, mais pour la démocratie française. Et pour ceux qui redoutent des affrontements dimanche, il y en a un qui sera indirect en parlant d'affrontements, c'est ce choc des images. Le RN place Vauban et le bloc central réuni autour de Renaissance et de Gabriel Attal à la Cité du Cinéma à Saint-Denis. Le parti macroniste avait déjà prévu avant tout ça un meeting à cette date pour afficher la nouvelle page du leadership Attal sur le parti en cette fin de règne d'Emmanuel Macron. 5000 personnes escomptées par le parti présidentiel, mais le côté un peu contre-manif a donné finalement un nouvel élan au rendez-vous et le nouvel élan impulsé et voulu d'ailleurs par Gabriel Attal face à un rassemblement national et sa manif qu'il présente comme une manif contre la justice. Eh bien, l'ancien Premier ministre et désormais chef des députés Renaissance, Gabriel Attal, en appelle, je cite, à un meeting pour défendre la démocratie, la République et nos valeurs. Merci beaucoup Félix Mathieu. Petit mot de Françoise. Juste pour dire que effectivement on est dans une inversion totale, c'est-à-dire que les gens qui attaquent l'état de droit disent que c'est eux qui le défendent, mais par contre je trouve assez pathétique Gabriel Attal dans le sens que ce meeting-là, c'est encore une fois pourquoi nous réinstaller le duel l'héritier d'Emmanuel Macron RN. Je suis pas d'accord.
Merci les amis, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Philippe Bilger. Je vais parler justement de Xavier Bertrand. Françoise Degois. Eh bien, le documentaire choc sur Bertrand Cantat. Et Jean-Michel Fauvergue. Et justement de ces maires qui ne veulent pas se représenter. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus, on est ensemble avec vous jusqu'à 19h. Et merci de votre fidélité à Sud Radio et aux vraies voix surtout. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix en direct de l'Automobile Club de France, place de la Concorde, avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue, tous ou presque se sustentent d'excellents fruits. Ouais. Je dois signaler quand même, et notre directeur général Patrick Roger, que vous écoutez bien entendu le matin, nous a dit qu'on était un peu le défilé de mode aujourd'hui. Ouais, je dois dire que toute l'équipe, et j'aimerais qu'on montre une photo de notre réalisateur ici, voilà, Arthur. En costume, cravate. C'est beau, un tailleur magnifique. Je dois avouer, et je tiens ce petit message à notre ami Max, Maxime, qui est resté en studio. En t-shirt. Voilà. En t-shirt et en tongs. Je n'en vis pas du tout, Arthur, sachez-le. Votre temps, c'est terminé, Maxime. À partir de maintenant, c'est le costume cravate. Tout à l'heure, j'arrive dans Mais le... vous avez le droit de mettre rien en dessous. Tout à l'heure, j'arrive dans le hall et je vois un jeune homme super bien sapé, très aimant, qui me dit « Tu viens, on monte au deuxième ?» Je dis « C'est quand même bizarre. » Ça va pas, non. Tu viens, c'est au deuxième. Je dis « Mais qu'est-ce que c'est ?» Je n'avais pas reconnu Arthur tellement il est classe. J'adore. Tu devrais toujours venir comme ça. Il est venu pour négocier. On a envie de lui demander en mariage. Oui, bon, ça va bien, oui. Il est jaloux, c'est la jalousie. C'est l'aigreur, je dis. La frustration. Mais il serait très beau, Maxime, en costume. Oui, il serait très beau, j'arrête pas de lui dire. Oh, mais ça y est, regarde-moi le démago de base. Mais non, moi je l'aime beaucoup. Mais bon, attendez, excusez-moi. Maxime parle, vous dites quoi? Si vous m'en en achetez un, je le mets demain. Ça y est, ça va être compliqué. Il y a la misère. Bon, chers amis, en tout cas, la France nous attend avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Vous pouvez peut-être donner vos manteaux, on va passer à table. Non, je suis pas d'accord. Ah, mais là, c'est sérieux. Philippe Bilger, vous pouvez pas être en désaccord, Philippe, avec Bilger. Alors, je ne suis pas totalement péremptoire là-dessus. Ah bon? Vous savez très bien que j'ai raison et ça vous fait bien yesh, mais c'est la vérité. Le tour de table de l'actualité. Ce qui est bien, c'est que le verbe est haut ici. Philippe Bilger, reprenons un petit peu de sérieux. Xavier Bertrand persiste ses signes contre le Rassemblement national. Xavier Bertrand est un ami que je vois assez régulièrement. Enfin, ça fait un certain temps que je ne l'ai plus vu. Et avec certains amis, je peux être en désaccord sans aucun problème. Par exemple, avec Françoise Degois, c'est chronique. Mais avec Xavier Bertrand, je trouve qu'il a dit une chose qui n'est pas censée à propos de la comparaison de la manifestation du Rassemblement national avec l'attaque du Capitole. Mais c'est pas là-dessus que je voulais attirer votre attention, c'est sur le fait que, en étant constant, il a toujours été anti-RN lorsqu'il vient dire, en persistant et en signant, qu'on ne doit pas avoir peur du Rassemblement national parce qu'il est le maître au centre de la vie politique. Au fond, d'abord, il donne une injonction à la droite républicaine, comme si celle-ci n'avait pas compris ce qu'est le Rassemblement national, et d'autre part, est-ce que ça a du sens de dire qu'il ne faut pas avoir peur de lui et qu'il ne faut pas le placer au centre, alors que de fait, il y est de plus en plus, au point d'ailleurs qu'on pense que la candidate du Rassemblement national en 2027 serait peut-être en position de l'emporter. Moi, je suis très gêné par ce sondage et je l'ai d'ailleurs dit à nos amis sondeurs parce que tout ce sondage de 37% qui repose, on est à 2 ans de la présidentielle, devient l'argument utilisé ad nauseam par tout le monde. Et je pense que Xavier Bertrand, là où il a raison, bien sûr, moi je conteste pas du tout l'élan sur le RN, je conteste ce 37% au doigt mouillé. On sait très bien que ça finit jamais comme ça, on sait très bien que ça finit entre 30 et 31 ou 32, qu'importe. Non, ce qu'il veut dire par là, parce que
que j'aime beaucoup Xavier Bertrand, moi aussi, ça va vous étonner. Ce qu'il veut dire par là, et je le connais bien, ce qu'il veut dire par là, je pense, c'est qu'il ne veut, c'est idiot de mettre le RN au centre de tout, de la polémique, parce que ça va partir comme ça jusqu'à la fin du jugement en appel. Donc, en ce sens, je pense qu'il a raison. Il faut pas être gouverné par la peur. Le RN est puissant, mais il ne l'est pas tant que ça. Marine Le Pen a été battue et très largement 2 fois en finale, malgré toutes les prévisions. Surtout, le RN n'a pas gagné les législatives. Il devait, à une semaine... Mais à cause de quoi? Mais c'est pas le problème. À une semaine... Enfin, vous avez pas mis des... Mais le Front Républicain, c'est un scandale. Mais le Front Républicain n'est pas quelque chose, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est des gens qui, en leur âme et conscience, décident que non. Eh bien, quand vous avez des projections à 200, à 320 députés RN et que vous terminez à 144, ça veut dire que ce pays... Mais vous savez bien pourquoi. Mais ce pays ne met pas... Jean-Michel Fauvergue. Voilà. Pardon. Alors moi je le connais pas, Xavier Bertrand, contrairement à non, vous ne connaissez pas. Vous gagneriez à le connaître. À mes deux collègues qui l'ont taillé allègrement quand même. Hein. Ah, moi je taille pas du tout. Moi non. Vous pouvez pas dire que moi j'ai taillé Xavier Bertrand. Mais quand on dit que certains hommes politiques, chère Françoise, c'est pas l'intelligence artificielle, certains oui, ils ont l'intelligence très artificielle quelquefois. Mais pour autant, c'est pas Xavier Bertrand qui remet au centre du jeu le Rassemblement national. Il y est parce qu'il y a eu des électeurs qui ont voté pour lui, des électeurs importants, le nombre le plus important d'électeurs. Il y est parce que la justice s'attaque à lui et de bonne foi, hein, d'ailleurs. Hein, je critique pas le jugement de cette justice-là, mais elle le remet au centre du terrain et il est tout le temps au centre du terrain parce que c'est l'ennemi commun de tout le monde. Et c'est peut-être ça que voulait dire peut-être Xavier Bertrand, c'est-à-dire arrêtons d'en faire un ennemi commun et jouons nos propres partitions et notre propre jeu. Françoise Degois, vous, c'est un coup de cœur pour la série Netflix de Rockstar Arthur, le cas Quanta. Ah ouais, alors c'est un coup de cœur et un choc. Hein. Honnêtement, je me suis dit, je connais tout absolument sur cette affaire. En fait, je connais rien. En fait, je me rends compte que cette série, elle est formidable. Parce que d'abord, il y a Lio qui intervient dedans et Lio dit des choses très fortes. Et puis surtout, il y a une contre-enquête très puissante. C'est une des meilleures amies de Marie Trintignant. Voilà, bien sûr, pardonnez-moi. Et il y a surtout une contre-enquête très puissante. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, Marie Trintignant, il a été sauvé par Christina Radi lors de l'audience qui a dit il n'a jamais été violent. On se rend compte qu'en fait il a toujours été violent. On se rend compte qu'il ment, mais il manipule en réalité et qu'en réalité Marie Trintignant, elle meurt sous 19 coups de poing de gifle. Vous vous rendez compte en réalité de toute la conspiration du silence des membres du groupe de Noir Désir. J'avais complètement oublié toute cette horreur et puis le suicide par pendaison de sa première épouse Christina Radi, totalement sous domination. Voilà, il faut regarder ce film pour voir la mécanique qui n'est pas la mécanique du crime passionnel, qui est vraiment la mécanique. Ce documentaire, il est très bien fait en 4 épisodes, qui est la mécanique vraiment de la violence et des féminicides. En réalité, c'est un féminicide. Ça fait longtemps, hein, 2003, mais c'est d'actualité aujourd'hui et c'est vraiment un féminicide. Ça n'est pas la passion, c'est vraiment la violence qui tue les femmes. Franchement, je n'ai rien appris en le regardant. Je n'ai rien appris. La seule chose il y a des éléments qui sont très préoccupants sur Bertrand Cantat, en dehors du crime qu'il a commis, lorsque Christina Radi était aimée par quelqu'un de normal, un monsieur Sobadu, on voit le caractère de Bertrand Cantat qui ne supporte pas, qui vient les harceler. Qui se réinstalle à la maison. Incroyable. Ouais, et ça conduit au suicide de cette jeune femme pour s'échapper. Moi, je l'ai pas vu, mais je vais le voir. J'ai pas grand-chose à dire sur le truc, si ce n'est que on est dans la manipulation. Il me semble qu'on est dans la manipulation et le mensonge et l'hyperviolence. Donc je vais regarder ça. Est-ce que vous êtes du genre de ceux qui disent on met l'artiste de côté Non, moi je refuse totalement d'aller voir un concert. J'adorais Noir Désir, je vous assure, parce que c'est un très grand talent. Vous voulez dire jamais je n'irai voir Bertrand Cantat. Moi, alors, ça ne me pose aucun problème. J'estime qu'il a été condamné, qu'il a purgé sa peine. Ça n'est pas un homme de qualité, parlons net, même au-delà de son crime. Mais si j'étais un fan de Bertrand Cantat, j'irais le voir. Moi, j'étais une fan totale de Noir Désir et je refuse d'aller voir Détroit. Je refuse. Votre tour de table, Jean-Michel Fauvergue, sur les maires qui ne veulent pas se représenter. Et on va faire très vite.
Oui, on en a parlé un peu tout à l'heure avec la responsabilité pénale. Beaucoup de maires refusent de se représenter. 55% des maires, d'ailleurs, d'un dernier sondage. Mais il faut faire attention. Est-ce que c'est problématique? Il faut faire attention à ces chiffres parce que dans ces 55%, 72% ont plus de 70 ans. On fait plusieurs mandats, donc ils veulent arrêter. Ils sont un peu usés. 56% des maires ruraux aussi parce qu'ils ont peu de moyens. Et puis surtout parce qu'ils sont mis à rude épreuve, en particulier avec leur administré. Ils sont à droite, à gauche tout le temps, et ils ont plus de vie professionnelle. Et ça, personnel, vous dites. Personnel, tout à fait. Et puis la responsabilité pénale dont on a parlé tout à l'heure. Mais est-ce que c'est vraiment une problématique aujourd'hui? Je rappelle qu'on a 36 000 communes, c'est-à-dire on a la moitié des communes de toute l'Europe. Oui. Est-ce que si demain ces 55% de maires ne se représentaient pas et s'il y avait des fusions de communes, il resterait 18 000 communes, c'est-à-dire encore le plus grand chiffre en Europe. Et je pense que de ce point de vue-là, on est suradministré avec le millefeuille que l'on a. Et peut-être que c'est pas un si gros problème que ça. Allez, merci les amis. Vous restez avec nous dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur ce qu'a dit David Lisnard ce matin. C'était sur Sud Radio, qui veut que des magistrats élus. Il veut des magistrats élus pour les rendre responsables de leurs décisions. Alors parlons vrai. Est-ce que la France devrait s'inspirer des USA dans ce domaine, Et à la question du jour, comme le demande David Lisnard, faut-il se poser la question de l'élection des magistrats? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Jérôme Posa sera avec nous dans quelques instants, président d'Amour de la Justice, association du G500 citoyens et premier vice-président de l'application des peines au tribunal judiciaire de Nancy. Soyez les bienvenus, on revient dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de Philippe David, il y a du monde. Pour en faire le tour, il faut absolument du monde. Non, ça va. Allez, en direct de l'Automobile Club de France avec Philippe David, bien entendu. Les gens me disent toujours, mais comment il le prend, Philippe David, quand vous le vannez comme ça? Je lui dis, il n'a pas le choix en même temps. C'est clair. Je me la ferme. Non, c'est pas, ça vous fait rire quand même. Bien sûr. Vous savez que j'ai quand même pas mal d'autodérision, mais vous aussi. Oui, et puis vous êtes très bienveillant. On peut tout dire. Vous ne dites jamais de mal des autres, même de moi. Non. Vous trichez au jeu. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. C'est ça le problème. Avec autour de cette table, vous l'avez entendu, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole, Françoise Degois, et puis Jean-Michel Fauvergue, ancien député, ancien patron du RAID. Surtout patron du RAID. Comme il est raide comme la justice. Me Too Much, je tiens à dire que je l'ai lu. Moi aussi. Merci Jean-Michel. On s'est tous régalés. Oui. C'est très rapide à lire, c'est très sympa, c'est très léger. C'est très rapide. C'est comme les romans de gare. Et il y a un point d'interrogation à la fin. En revanche, pour caler des meubles, c'est trop court. La peste. La prochaine fois, j'en écrirai un plus gros. Très bien. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Évidemment, la justice est indépendante et qu'elle prend ses décisions en toute indépendance et qu'il faut donc la respecter comme un pilier de notre démocratie. Donc il faut quand même se poser la question aujourd'hui du droit, l'état du droit ne va plus, des moyens de la justice, mais aussi de ce qui était inscrit dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 voulue par le général de Gaulle, c'est qu'un magistrat ne peut pas exprimer une préférence partisane. On pourrait se poser la question du système judiciaire. Quand vous avez un pouvoir, vous devez avoir un contre-pouvoir. Que les magistrats soient élus ? Pourquoi pas ? Il faut poser la question de l'élection des magistrats, a affirmé ce matin David Lisnard sur Sud Radio. Une façon de rendre les juges responsables de leurs décisions, selon le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. Alors parlons vrai, est-ce que cela donnerait aux juges une responsabilité qu'ils n'ont pas aujourd'hui? Et à cette question, comme le demande David Lisnard, faut-il se poser la question de l'élection des magistrats? À 88%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Pour en parler, Jérôme Posa est avec nous, président d'Amour de la Justice et de l'association du G500 citoyens, et puis vice-président de l'application des peines au tribunal judiciaire de Nancy. Président, merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Philippe Bilger. Je pense qu'il faut amplifier la responsabilité du magistrat dans beaucoup de domaines et réfléchir sur une possibilité
possibilité d'interdire dans l'activité syndicale globale la part totalement idéologique et scandaleuse. Deuxième élément, et je réponds à votre question directement, je ne crois pas à l'élection comme moyen radical de distinguer les meilleurs dans la magistrature. Je crains même presque comme Clémenceau que ce seraient les pires qui seraient distingués, parce que j'ai noté que l'univers médiatique n'a jamais su distinguer correctement les meilleurs dans la magistrature pour les distinguer des pires. Paradoxalement, et je finis là-dessus, je crois qu'on pourrait se passer du Conseil supérieur de la magistrature, mais il faudrait au contraire, et j'aurais beaucoup aimé ça au moment de ma carrière, être évalué par une commission politique pluraliste où chaque pouvoir aurait trouvé un contre-pouvoir au sein de la même instance. Françoise Degois. Oui, moi, d'abord, je rappelle, et je le dis pour mon ami Philippe Bilger, il le sait très bien, que le concours de la magistrature, c'est un des plus durs de France. Avec le concours du Quai, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, je pense à peu près 4. Donc, c'est un très haut niveau. J'en ai marre, parce que à chaque fois qu'on touche à la politique, de gauche comme de droite, eh bien, c'est la ruée sur les magistrats. Moi, je pense que les magistrats, dans 90% des cas, ils font très bien leur boulot. Là, ça devient du délire, parce qu'on a touché à Le Pen. La dernière fois, c'était Cahuzac. Je mets tout le monde, hein, ok? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est on a une justice de très haut niveau. Élire des magistrats. Regardez comment ça se passe aux États-Unis. Je cherchais le prix quand j'ai préparé l'émission. Le prix d'une campagne pour être élu juge. Vous vous rendez compte qu'on est quasiment à $800,000. Ça veut dire que pour être élu juge aux États-Unis, parce que c'est exactement le modèle que préconise Aziz, déjà il faut avoir de l'argent. Vous comprenez? Je pense que le service public. Déjà, c'est une mauvaise formule. Déjà, le service public de la justice à la française nous garantit, je pense, une très haute qualité. Malgré tout ce que les politiques veulent bien en dire, de gauche comme de droite. Moi, dans ma carrière de policier, bien évidemment, et dans ma carrière politique, j'ai fréquenté beaucoup de magistrats, et évidemment, dans les magistrats, il y en a des très bons. Françoise, vous avez raison, le niveau est bon, mais j'ai rencontré des brels aussi, comme un peu partout. Voilà. Oui, mais voilà. C'était même pas la peine de le rajouter. J'allais le dire, Françoise. C'est facile. Ça fait plaisir. Et donc, c'est cadeau. Maintenant, deux choses. Le magistrat doit être irresponsable et doit individualiser les peines. C'est deux principes quasiment constitutionnels. Il doit être irresponsable, mais quand il est magistrat jugeant, quand c'est le magistrat qui juge pour qu'on n'ait pas de poids dessus, mais pas les autres magistrats. Là, on a un juge d'application des peines qui va nous parler. Il y a aucune raison pour qu'il y ait une irresponsabilité, une individualisation des peines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre, mais c'est toujours la deuxième chose pour répondre à l'élection des juges. Je veux dire que dans le système américain, c'est un système de spoil system, c'est-à-dire que tout le monde est élu, pas que les juges. Vous avez aussi des shérifs, vous avez des tas de trucs. Donc, si demain on prévoit cette compétence-là, il faut changer de braquet, il faut changer les choses. Moi, je suis pas pour. Je suis pour contrôler mieux la magistrature et faire en sorte qu'elle joue son rôle, parce qu'aujourd'hui, elle est complètement à l'ouest. Jérôme Posa, donc président d'Amour de la Justice, association du G500 citoyens et premier vice-président de l'application des peines au tribunal judiciaire de Nancy. La magistrature peut-elle être à l'abri, de tout contrôle? Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Heureusement que je suis assis dans mon bureau parce que ce que j'entends, moi je suis vraiment outré par ce qui se passe là et par finalement le thème du débat qui est proposé par rapport à monsieur Lisnard ce matin. Je ne comprends même pas comment ça arrive dans le débat, cette histoire de l'élection des juges, et de tirer de l'affaire du financement des parlementaires du RN la conclusion que, en réalité, dans la conclusion de tout ça, finalement, c'est qu'il faut rendre les juges responsables de ce qu'ils font. J'arrive même pas à comprendre le processus intellectuel qui nous amène à ça, sachant que la question centrale, c'est finalement
est-ce qu'une personne qui a triché et qui a détourné des fonds publics, tel que ça a été prouvé par un jugement, même si elle est présumée innocente puisqu'elle a fait les débats, peut se présenter au suffrage? C'est pas une question qui concerne la justice, c'est une question qui concerne la société et la politique. Là, c'est jeter l'opprobre encore gratuitement sur un jugement qui vient de sortir et de mettre dans le débat le fait que voilà, il faut élire les juges parce qu'ils sont à l'ouest. J'ai entendu parler. Je pense pas que ce soit la justice qui est en l'ouest. Une bonne partie de la société est à l'ouest, justement parce qu'ils veulent importer des protocoles en provenance des États-Unis, et notamment cette élection des juges qui n'a aucun rapport avec le système français tel qu'on l'a connu. Pour répondre à votre question, alors moi je m'associe à ce qui a été dit par votre interlocutrice féminine et dans lequel je me retrouve complètement dans ce qu'elle a dit. Premièrement, une élection, ça coûte des sous. Vous avez rappelé là des chiffres. Comment un juge va pouvoir financer sa campagne? Mais en dehors de ça, le premier, et c'est ça qui je trouve complètement hallucinant, que par exemple David Lisnard, qui est un pourfendeur de la justice, comme beaucoup d'autres, viennent me parler d'élection des juges, alors que ce qui reproche à la justice, c'est son manque d'impartialité. Donc, quand on institue une élection des juges, vous croyez que vous allez avoir des juges impartiaux, c'est-à-dire qu'ils vont être redevables auprès des gens qui les auront élus. Donc, c'est complètement ahurissant de penser à une chose comme ça. Deuxièmement, sur cette question-là, le système français, c'est pas un système à l'anglo-saxonne, donc on veut importer des choses des États-Unis en France. Enfin, ça n'a aucun sens. Je rappelle que la légitimité du magistrat, puisque aujourd'hui tous ceux qui sont mécontents des décisions rendues par la justice, dès qu'effectivement on lui demande de rendre une décision dans un contentieux politique, économique et financier, c'est de dire voilà, ils n'ont pas la légitimité du peuple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, franchement, la légitimité du peuple garantit la suprématie du politique? Regardez toutes les affaires qui sont en train d'être décortiquées. Donc la légitimité du juge, elle vient du droit, du système juridique, d'un corpus de règles sociales qui a été mis en place en lien avec le contrat social. Elle vient de son indépendance, qui, je rappelle, est garantie par la Constitution, qui doit être protégée par le chef de l'État et qui est prévue dans un statut organique annexé à la Constitution. Elle vient également, comme l'a dit Françoise sur votre plateau, un concours qui n'est quand même pas facile, un concours qui sanctionne pas loin de 7 années d'études. On a 2 ans et demi de formation sur le terrain où on éprouve les métiers de la pénitentiaire, les métiers de la police, les métiers de la gendarmerie. On va dans tous les lieux où on peut être amené à faire de la justice et on est sur le terrain pendant 18 mois. Tout ça, si vous voulez, ça contribue quand même à ce qu'on n'ait pas des tocards qui exercent la fonction de magistrat. Ensuite, la dernière chose que je vais dire, je me mets en colère parce qu'à un moment donné, il faut aussi, moi j'ai jamais été éduqué avec j'en prends une et je tends l'autre joue. Pas ça. J'en ai marre qu'on crache sans arrêt sur notre profession. Et on est beaucoup à avoir fait cette profession par vocation, on est beaucoup à vomir de ce qu'on entend à longueur de temps de la part des politiques, de la part des élus qui nous font les lois, qui nous demandent d'appliquer les lois et quand on les applique, qui sont ensuite mécontents parce que ça révèle un degré de corruption dans notre société. Et ça, c'est le gros problème qu'on veut évincer et on met la faute sur les juges. Donc moi, ce soir, je le dis haut et fort, je suis mécontent. Je suis vraiment mécontent d'entendre ce débat et je trouve que la proposition de David Lisnard, elle est hors sol. Qui réfléchissent à comment prévenir la corruption dans la vie publique plutôt qu'à venir salir gratuitement la magistrature. Et j'ajoute par rapport à la réflexion de M. Bilger sur le syndicat de la magistrature, parce qu'on me ressort ça à tour de bras, le mur des cons, la participation à la fête de l'humanité, c'est leur souci. Le syndicat de la magistrature, c'est même pas 1000 personnes sur 9000. Ne l'oubliez pas. Jérôme Posa, pardon, parce que là on a plus le temps du tout. Une toute petite réponse de Philippe Bilger. Le micro. Ce qui me gêne, mon cher collègue, c'est que votre enthousiasme et votre indignation talentueuse semblent oublier que les citoyens ne sont pas toujours très satisfaits de la justice telle qu'elle fonctionne et donc ça pose un problème tout de même. Moi, je voudrais rajouter une chose quand même parce qu'on entend souvent le fait que les lois sont faites, il y a qu'à faire d'autres lois, etc. Elles sont pas appliquées par les magistrats quelquefois. Elles ne sont pas appliquées, c'est pour ça que le système dysfonctionne. Merci beaucoup Jérôme Posa, en tout cas président
président d'Amour de la Justice et association du G500 citoyens et premier vice-président de l'application des peines au tribunal judiciaire de Nancy. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. On reste ici jusqu'à 20h puisque à partir de maintenant, nous allons recevoir les lauréats du Grand Prix ACF Autotech à l'Automobile Club de France, place de la Concorde. À tout de suite.